plaît, monsieur Evgeny Dorimian. Bien, Evgeny. Evgeny, ça va être notre première guest de la journée, qui est, je vais te présenter comme tu t'es présenté toi, docteur Evgeny Dorimian, chercheur au CNRS, c'est bien ça, rattaché au laboratoire d'optique d'atmosphérique de l'Université de Lille. C'est un peu compliqué pour moi. Hein. Et a priori, ton recherche, c'est la télédétection des particules atmosphériques, les aérosols, c'est bien ça, à partir d'instruments satellitaires optiques depuis le sol. Tout à fait. Nickel. Et tu es aussi le co-auteur, je crois, d'une trentaine de revues scientifiques de renommée, hein, de très haut niveau dans le monde, en tout cas dans le monde, en Europe. Oui, c'est un peu ça, dans le monde. Evgeny Dorimian, s'il vous plaît. Bon. L'idée, Evgeny, c'est que, merci d'être venu d'ailleurs. Je rappelle qu'ils sont venus spontanément nous rejoindre, donc on aime bien ce genre de plénière. Evgeny n'est pas du tout dans le monde que nous on connaît, de Microsoft, etc., mais très proche quand même au final, parce que tu traites de la data, pour le coup, pour tes recherches. Concrètement, c'est quoi ton job? Oui, donc d'abord, je voudrais te remercier, Guillaume, pour l'invitation et pour Plaisir. une belle organisation. Merci. Et merci à vous pour être présent. C'est vraiment un plaisir et un honneur de présenter devant vous et parler de notre sujet de recherche. Donc, je vais doucement expliquer le contexte de notre travail. Après, je passe sur le sujet plus près de votre communauté, peut-être. Donc, je démarre avec quelques idées de conception sur les recherches qu'on mène sur le climat, finalement. Donc, notamment, on parle de aérosols atmosphériques, de petites particules qui flottent dans l'air. Mais d'abord, je voudrais présenter un peu l'environnement de travail. Donc, je travaille au laboratoire d'optique atmosphérique à l'université d'Ask. On a une équipe informatique. On a un soutien et service administratif, les gestionnaires. On fait partie aussi de l'infrastructure nationale. On supporte les observations au niveau mondial et ça fait partie de structure nationale qui amène ces contributions. Et il y a aussi 25, à peu près 25 chercheurs et 25 gens de doctorat et les postdoctorats qui travaillent dans le laboratoire. On a aussi à l'origine d'une start-up qui était qui est issue de l'activité de recherche de notre laboratoire. Et on travaille avec deux autres entreprises de façon assez étroite. Les principales activités qu'on mène au labo, donc on développe les instruments satellitaires. Il y a un capteur qui est resté sur l'orbite pendant 9 ans et a été développé dans notre laboratoire avec partenariat de CNES. Pour bien développer et tester ces instruments, d'abord on fait des essais sur les avions. Donc il y a aussi observation embarquée sur l'avion national de recherche, mais aussi sur l'autre système mobile comme les voitures par exemple, ça peut être train ou bateau. On fait contribution à ce réseau mondial des observations de photomètres au sol. Donc, je vais parler un peu plus tard, mais en gros, c'est les sortes de caméras qui sont installées au sol partout dans le monde pour observer notre atmosphère terrestre. Aussi, étalons ces instruments au laboratoire et on a 2 sites d'observation en distance. Donc, on gère des observations en distance, un au Sénégal et un deuxième au Chypre. Et donc, tout ça, c'est pour l'étude sur le changement climatique. Vous êtes forcément au courant que c'est quelque chose qui se passe. Et donc, c'est quoi le raison de changement climatique? On parle de quoi? Ah, personne ne sait, c'est embêtant. D'augmentation, oui. De CO2, CO2. Oui. On parle de gaz à effet de serre, on parle de CO2. Donc, ce qui se passe, l'énergie, le luminescence solaire arrive, après, il y a une partie réfléchie, mais une partie qui réchauffe la surface de la Terre, et cette partie thermique, comme elle repart vers l'espace, est en partie bloquée par les gaz de effet de serre. En fait, c'est bien, parce que sinon, s'il n'y a pas de gaz de effet de serre, on sera en moyenne à moins 18 degrés, température moyenne de la Terre. Donc, c'est un peu frais. Grâce à gaz de effet de serre, on est à plus 15 degrés, mais c'était comme ça à 1850. Aujourd'hui, on n'est pas à 15 degrés en moyenne, on est à 16 degrés en moyenne. Et si on va continuer à mettre les gaz de effet de serre,
dans 2100, on sera entre 17 et 22 degrés, température moyenne. Donc, on passe de 15 à 17 ou 20 degrés, donc 22 degrés, ce qui est des conséquences. On connaît ce sujet un peu, mais dans l'atmosphère, il n'y a pas que des gaz à effet de serre. Il y a aussi des nuages, on connaît bien ici, surtout dans le nord. Mais On va peut-être changer d'intervenant. Tu coupes comme on coupe. on peut faire bien des études sur les alors. nuages ici. Mais aussi, il y a des petites particules, on les appelle aérosols. Et en fait, ce qui se passe, comme les nuages, ces petites particules réfléchissent l'énergie solaire vers l'espace. Et dans l'infrarouge thermique, au contraire, il bloque aussi l'énergie thermique qui va échapper dans l'espace. Donc, ce qui se passe, c'est que ces nuages et les particules, en partie, compensent le réchauffement climatique parce qu'ils réfléchissent l'énergie vers l'espace. Il y a un petit effet de compensation de réchauffement, mais quand même, aujourd'hui, on sait que globalement, les nuages et les aérosols refroidissent le climat. Donc, il y a d'un côté réchauffement par les gaz à effet de serre, de l'autre côté, les nuages et les particules refroidissent. Et c'est exactement où se situe notre sujet de recherche. Donc, on sait évaluer ce refroidissement par les nuages et par des petites particules. Pour vous donner une idée de l'origine de ces particules, donc on parle de sel marin, donc le sea spray, on parle de poussière désertique, il y a particules sulfuriques, donc c'est éruption volcanique, ou il y a partie qui vient aussi d'industrie, il y a les feux de forêt, feux de biomasse, ce qu'on dit. Bien sûr, pollution anthropique. Et pour juste donner une idée de chiffres, de quantité, donc quand on parle de poussière désertique, on parle de 1000 jusqu'à 4000 téragrammes de monde dans l'atmosphère. Donc, 1000 téragrammes, pour traduire, c'est 1 milliard de tonnes. Donc, on parle de 1 milliard de tonnes de matière qui émet chaque année dans l'atmosphère. Donc, on peut imaginer que c'est une chose importante. Mais quand on parle en partie, cette poussière est naturelle. Une autre partie peut-être pas, parce qu'il y a un processus de désertification. Mais quand on parle de particules anthropiques, donc c'est nous qui nous créons ces particules. Et là, on est à peu près à 6 millions de tonnes de ces particules par an dans les émissions. Par exemple, on a torchère d'exploitation pétrolière donne à peu près 1 kilo de particules par seconde. Si c'est continué comme ça toute l'année, on arrive à 30 tonnes de matière par an de ces fumées noires, donc c'est le suie. Donc c'est une quantité assez considérable qui, bien sûr, va changer notre environnement et climat. Pour la taille de ces particules, elles sont assez minuscules. Il faut un microscope électronique pour les voir. Je vais vous aider un peu par rapport à la qualité de l'air, ces fameuses PM2,5 ou PM10. On parle exactement de ces particules de taille de 10 microns ou 2,5 microns. Bon, là, qu'est-ce qu'on voit dans cette image? On voit une petite partie de l'Afrique, les nuages, on les connaît bien. Et ça, à votre avis, ça représente quoi? Ouais. Donc ça, c'est poussière désertique qui repart vers l'océan Atlantique. Ces tout petites particules, il faut un microscope électronique pour les voir. Elles sont peut-être flottes ici dans l'air, mais depuis l'espace, on voit très bien. D'abord, c'est grande concentration. Et la deuxième chose, un effet physique, effet de diffusion de la lumière. Dans notre chambre, on était comme les rayons de soleil entrent, on voit que quelque chose flotte. Dans le noir, on ne le voit pas. Donc ça, c'est diffusion, on voit l'effet de diffusion. Donc c'est exactement ça. On voit diffusion de la lumière vers l'espace et c'est exactement l'effet de refroidissement du climat par ces particules. Comme les nuages, ils réfléchissent l'énergie vers l'espace. C'est ce qu'on voit ici. Et à droite, c'est un autre phénomène. Quelqu'un a des idées qu'est-ce qu'on voit ici? Je ne sais pas si la lumière est... Non, ce n'est pas une éruption. Donc, ça, c'est un bel incendie de forêt en Amazonie et le fumier devient un nuage. Pourquoi?
Parce que pour créer les gouttelettes de nuages, il nous faut des particules. On les appelle noyaux de condensation. Chaque gouttelette d'un nuage se forme par condensation autour de quelque chose. Donc, il faut des particules pour créer des gouttelettes de nuages. Mais dans ce cas-là, les particules sont artificielles et les nuages sont aussi artificiels. Donc, c'est nous qui avons créé ces nuages. Et le nuage refroidit le climat. Donc, en façon indirecte, on refroidit le climat par création de particules artificielles et par création de nuages artificiels et modification des propriétés de ces nuages. Donc, il y a deux effets, direct et indirect. Et c'est un diagramme très connu dans notre métier. On fait l'évaluation du bilan radiatif du climat chaque quelques années. C'est un rapport pour la communauté internationale. Donc là, c'est tous ces gaz d'effet de serre, CO2, méthane et les autres. Et là, en bleu, c'est l'effet radiatif de l'aérosol et aussi modification de propriétés des nuages. Donc, nous, on fait une compensation de réchauffement par toutes ces particules. Et en moyenne, donc, bon, on est quand même dans la situation de réchauffement. Donc, on a dans les valeurs radiatives, dans le réchauffement du climat. Et le sujet, en fait, principal pour nous, c'est les barres d'erreur, les incertitudes qu'on voit ici. On voit ici les relativement petites incertitudes, mais pour les aérosols, elles sont beaucoup plus grandes. Donc, en fait, on ne sait pas est-ce qu'on vraiment refroidit ou même peut-être on réchauffe un peu avec ces particules. Donc, ça, c'est exactement notre sujet de recherche, évaluer et diminuer ces barres d'erreur, ces incertitudes. Pour juste comprendre de quoi on parle, quand on parle de 2,3 watts par mètre carré, donc si je prends pas 2,3 watts, mais je prends un radiateur de 1500 watts, c'est quelque chose qu'on a tous à la maison. Donc si je prends un radiateur comme ça et je le pose sur une partielle de 650 mètres carrés, donc c'est 25 mètres sur 25 mètres, donc je pose un radiateur comme ça, ça va représenter exactement 2,3 watts par mètre carré. Donc imaginez-vous, on divise tout notre globe par des partiels de 650 mètres carrés, on met dans chaque partie un radiateur comme ça et on chauffe en permanence. Donc c'est ça ce que se passe aujourd'hui comme réchauffement climatique. Vous avez un exemple là? Voilà, peut-être. Peut-être moins fort, mais... Ouais. Et voilà, donc, et dernière slide d'introduction pour donner encore une vision plus globale de circulation de ces particules dans l'atmosphère et une petite animation. Donc, ce qu'on va voir ici, en marron, couleur marron comme ça, c'est la poussière désertique qui repart d'Afrique vers l'Atlantique. Blanc, gris comme ça, c'est la fumée, donc c'est les feux de biomasse, les feux de forêt. Et en bleu, c'est particules marines. Donc c'est le marin qui aussi représente un peu la circulation de cyclones et des nuages. Donc vous allez voir comment ça circule dans l'atmosphère. Il y a des feux de forêt en Californie. Et les feux de forêt arrivent jusqu'à nous, jusqu'à Europe du Nord. On le mesure ici à Lille avec notre instrument au laboratoire juste à côté. C'est le fumée. Les particules désertiques, la poussière désertique traverse l'Atlantique. Il y a des effets positifs parce que ces minéraux, ces poussières minérales amènent des nutritions dans l'océan éloigné où il n'y a pas d'autres sources de nutrition. Donc, ça alimente les phytoplanctons dans l'océan. On voit aussi, bon, la lumière un peu forte, on voit les circulations de Voilà, un bouton. Ouais, donc on voit aussi ces régulations de zircon. Il y a fumée ici en Portugal qui, bon, c'est déjà passé, mais c'est le fumée qui ici arrive vers la France. Donc on peut constater que la circulation est assez impressionnante. Question vraiment à l'échelle globale, on ne peut pas gérer ça localement. Les pollutions produites en Chine arrivent aux États-Unis. Nous, en France, on rattrape poussière qui vient du désert de Sahara. Vous voyez bien parfois votre voiture couverte après le pluie par quelque chose comme poussière. Souvent, ça vient du Sahara, à très haute altitude. Et donc, ces questions
global, il faut le gérer avec instruments et moyens à l'échelle globale. Et donc là, on intervient avec les réseaux au sol ou avec les mesures satellitaires. Donc, ouais, peut-être si... T'as vu, je vais rapprocher de toi, t'as eu peur. Non, j'ai donc une question. Merci pour cette intro c'est son cœur de métier. Forcément, vous l'aurez compris. Nous, aujourd'hui, on va parler un peu de data, parce que la data, c'est un peu la mine d'or de nos entreprises à tous. Donc, toi, c'est un petit peu pareil, j'imagine. La data, aujourd'hui, c'est quoi? Tu collectes ça comment? Ça vient de où? Enfin, on parle de quoi, là? Et comment tu interprètes tout ça? C'est Oui, un fichier Excel? Enfin, voilà. oui. Oui, donc data, Jamais. bon, nous, on n'est pas spécialiste dans data, on est spécialiste en géophysique, on peut dire, mais quand même, vous comprenez qu'on est amené à gérer les data. Il y a des moyens des observations. Par exemple, on peut avoir un relativement simple instrument au sol, donc c'est une caméra spécifique, pointée vers le soleil ou vers le ciel, et on enregistre luminance, on enregistre luminance du ciel ou du soleil en fonction de temps. Donc, c'est série temporaire. On a un simple mesure de série temporaire. Donc, c'est une sorte de observation. Après, on peut utiliser les faisceaux laser, exactement comme celui radar, avec lequel on fait un sondage de l'atmosphère. Donc, on obtient une autre dimension. On fait une observation dans le temps et aussi en résolution verticale. Donc, il y a encore une dimension supplémentaire. À partir des avions et des satellites, on obtient déjà les images. Donc, on a résolution spatiale, on amène une autre dimension. Donc, ce que j'ai essayé un peu illustrer ici, donc on a des mesures dans le temps, dans l'espace, et on a des images. Maintenant, des images, ce n'est pas les photos. Les images sont souvent spectrales, on prend plusieurs types d'observations. Donc, c'est les couches. On peut l'imaginer comme les couches de données. Donc, on a encore ajouté une autre dimension. Donc, beaucoup de données. Donc, tout ça, il faut des outils pour les gérer. Typiquement, tes sources de données, c'est quoi? C'est des fichiers CSV? C'est quoi? Des données Ouais. satellitaires, des API? Oui. Donc, pour ce type de données, ça peut être fichier CSV. J'ai quelque part un exemple. Donc, ça, c'est notre réseau de photomètres au sol. Et je peux peut-être en trouver un exemple. Oui, donc c'est hop. Attendez. Ouais, donc ça, c'est un exemple concret de ce qu'on a pour ce type d'observation. Donc, on a en tête avec une formation metadata, on peut dire. On parle de quoi en volumétrie à suivre, Evgeny? C'est quoi? C'est 50 lignes par fichier? C'est des milliards de lignes à compiler? C'est quoi? On parle de quoi là? Oui, c'est des milles de lignes. Donc, normalement, les fichiers sont organisés par jour. On a un fichier par jour avec des milliers ou des centaines d'observations par jour. Et après, qui sont compilés par tes services, c'est ça? Après ça dépend de l'utilisateur. Donc, ça, c'est un format générique pour tout le monde. Après, chacun produit ses outils pour gérer. Ça peut être aussi, donc là c'est fichier CSV simple, mais comme vous pouvez imaginer, si les données se compliquent, là, j'ai listé un tout petit peu les formats qu'on utilise, mais bon, ce n'est pas exhaustif, bien sûr. Mais donc, on peut utiliser les fichiers CSV, fichier ASCII, donc c'est un format aussi, format texte, mais avec un nombre de caractères limité. Ça peut être fichier texte avec ce sort d'extension de format de ASCII, donc il y a plus de caractères. Mais dès que données deviennent complexes, les données satellitaires, on passe sur l'autre format. On passe sur les formats NetCDF ou HDF ou d'autres formats. Donc, les données, déjà, donc, si là, c'est fichier texte, les caractères, là, on passe dans les données dans le format binaire. Et ces données arrivent avec metadata, donc elles sont autodocumentées, autodescriptives. Donc, il y a une information en partie sur où elles ont été acquises,
il y a des informations sur toutes les, par exemple, les canaux spectraux, les problèmes d'étalonnage et les défauts de pixels, etc. Donc, ce type de fichier contient grande quantité de données. On les utilise souvent pour partager ou traiter dans ce type de format. Justement, on en a parlé quand on a préparé cette session, le partage. Si demain, vous voulez faire un rapport Power BI, un fichier Excel ou un je ne sais quoi d'autre, truc en Python, on peut piquer ta data et l'utiliser c'est public? Oui, donc les données, nous, on travaille dans le domaine public, on est payé par les impôts. Donc, Ah. tout ce qu'on produit, Donc c'est vous le payez. tout ce qu'on produit, et pour ça, je suis là gratuitement. Donc, tout ce qu'on produit, c'est public. Donc, les données satellitaires produites par CNES, par NASA, Agence spatiale européenne, elles sont publiques, elles sont accessibles pour tous. Vous pouvez télécharger. Il faut bien sûr faire un enregistrement, donc donner vos coordonnées et dire pour quelle raison vous allez utiliser les données. Il y a des politiques d'utilisation des données. Il faut signer, accepter. Bon, souvent, ce n'est pas pour usage commercial. Et donc, voilà, donc on peut, il y a plusieurs sources de téléchargement de données. On a les données sur le site de notre laboratoire qu'on partage. Je peux donner un exemple peut-être Vas-y, vas-y. de site. Ah, c'est nous qui payons quand même. Oui. Ouais, faut pas se priver. Mais comment je partage maintenant l'écran? Ah, Voilà, ok. formidable. Ah, il faut 2 doigts avec le micro, c'est pas facile. Hein. Oula, Voilà. pas grave. Par exemple, il y a un centre de données ici sur le campus, le site scientifique de données spatiales. C'est un centre de données ICAR. Donc, ouais, il faut faire un enregistrement. Il y a accès aux données. Hop, gymnastique. Par exemple, voilà. Donc, moi, j'ai déjà un login, donc c'est déjà enregistré, donc j'ai accès direct, mais il faut s'enregistrer, accepter toutes les conditions. Mais là, vous avez liste de produits satellitaires. Il y a certains avec accès restreint. Mais tout ça, c'est les données satellitaires. Donc, on peut ouvrir un fichier, par exemple, Moody's, c'est satellite américain. Bon. Dedans, on retrouve des archives, CSV, Oui, etc. on retrouve les archives avec les données, avec les fichiers, fameux fichiers NetCDF ou HDF. Donc, on peut télécharger et travailler avec les données. On s'est posé une question, je t'ai posé une question quand on a préparé tout ça. Nos usages à nous numériques, parce qu'on a parlé de tout ça, nous on stocke des mails, du cloud, de la data, des autres OneDrive, je ne sais quoi d'autre. Est-ce que ça a un impact direct dans la pollution atmosphérique ou c'est totalement décorrélé ou est-ce qu'on peut faire un lien? Oui. Bon, ça c'est une question. On l'a préparé en même C'est temps. complexe, oui. Donc déjà, bon, ça déborde un peu mes champs de compétences parce que dire que notre usage de données impacte direct sur les particules, sur les aérosols, je ne sais pas, peut-être, mais c'est plutôt gaz d'effet de serre, donc plutôt CO2, parce que c'est d'abord production de composants, donc c'est fabrication d'énergie qu'on dépense, et deuxième chose, c'est l'électricité qu'on paye. Et donc, là, c'est question où on produit le matériel et où on traite les données, quelle électricité on utilise. Tu vas parler de, Ouais. différence entre nos certains pays. Ouais. Prendre le choix d'un cloud en Allemagne, le choix d'un cloud en France ou au fin fond de l'Espagne, j'en sais rien. C'est quoi la différence d'impact? Parce que nous, on se voit un prix peut-être sur. Mais c'est quoi? Pourquoi c'est pas bien ou pourquoi c'est mieux? Ouais. Là, ça dépasse un peu C'est pas des grave. compétences, mais juste vous connaissez peut-être ces outils. C'est un site web qui donne un suivi avec hypothèses certaines, bien sûr, donne suivi de bilan carbone de chaque pays pour production d'énergie. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'intensité de carbone en grammes d'équivalent de CO2 par kilowatt. Donc, si on est dans le vert, on est bon. Et la couleur, comme la couleur augmente, on est dans plus grande production de CO2 en fonction
de l'électricité qu'on produit. Donc, par exemple, pour la France, on voit aujourd'hui, c'est aujourd'hui, donc on a 29 grammes de CO2. Et si on bascule sur l'Allemagne, on est 430. Et à Pologne, encore pire. Ouais. Et si je clique ici, je peux voir les sources d'énergie. Donc, on peut constater bien qu'on est bien grâce à nucléaire, qui est très basse bilan de carbone. Il y a d'autres sources d'énergie en France, éolienne, solaire, hydrolienne, mais la majorité, c'est nucléaire. Et on voit aussi les exportations et importations de l'électricité, donc il y a en permanence. Et si on clique sur l'Allemagne, par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de charbon quand même, et pas de nucléaire du tout. Il y a d'autres pays, vers aussi, c'est principalement grâce au nucléaire, ou alors il y a hydraulique ou éolienne. Donc, Evgeny, ça veut dire Donc, que ça va dire... nos choix influent quand même sur ce qu'on respire. Je fais un gros raccourci bien bourrin, mais nos choix de stockage, etc., ça peut avoir un impact sur ce qu'on respire. Oui, c'est surtout sur CO2, sur gaz à effet de CO2. serre. Ouais. Vous l'avez noté? Important. Non, vous n'êtes pas d'accord? Si, c'est important. Bon. Et puis, il y a un truc important aussi, c'est qu'on faisait le point sur l'évolution de ces données, parce que tu compiles des données tous les jours, etc. Mais moi, j'aime bien prendre l'image, on avait parlé de ça, Evgeny, tu sais, de toujours avoir même le même thermomètre, pardon, même s'il n'est jamais toujours bon. J'ai fait le micro en régie, c'est pas très grave. C'est les piles. Alors, je fais ça comme ça, tu veux? Là. On disait que la collecte des informations que tu as, même si elles sont pas justes, c'est la régularité dans le temps de la mesure qui est importante pour vivre une évolution. Tu te rappelles de ça? Donc même si c'est pas tout à fait juste, c'est pas grave, c'est de ne pas changer le thermomètre, entre guillemets, en cours d'analyse. Oui, oui, donc il y a effectivement, il y a beaucoup de questions qui se posent quand on fait des observations de longue durée. Il faut faire des maintenances d'instrumentation et étalonnage. Donc, on cherche des solutions. Donc, parfois, les instruments ne sont pas étalonnés ou on ne connaît pas bien les caractéristiques de l'étalonnage. Donc, ce qu'on utilise, c'est on utilise données en relatif. Donc, on regarde les différences. Ça aussi apporte pas mal d'informations. Donc, il ne faut pas absolument savoir la valeur exacte, mais si on regarde en relatif, on peut déduire certaines informations aussi. Donc, c'est effectivement Et ça, c'est approche qu'on important. utilise. Ouais. C'est important parce qu'on parlait aussi de la mesure non quantitative ou qualitative. Il y a des choses où tu as des a priori. Tu avais utilisé le mot d'a priori. Oui. Et est-ce que tu y viens maintenant, après? Mais c'est important. Je pense que c'était vraiment important d'y aller. Oui, oui. Conception, a priori, bon, c'est en partie de conception. Donc, comment j'aborde ça? Ça, tu te débrouilles. Ouais. Je me dis la question. Moi, je lis la question. Hein. Peut-être par ici. Donc, on a des observations. Elles sont limitées toujours. On ne peut pas avoir une observation donnée en limité. Et on veut arriver à quelques résultats. On veut paramétriser notre changement de climat ou de paramètres géophysiques. Donc, on passe par une certaine théorie qui fait le lien entre les deux. Mais il faut une sorte de correspondance entre nombre et nombre de paramètres qu'on peut retrouver, qui est nécessaire aussi pour remplir cette équation au milieu. Donc, ça, on prend y égale x moins 1. Donc, il nous faut connaître x pour trouver les y. Donc, il y a une inconnue. Un inconnu. Ouais. Donc, si on a deux inconnus, il faut deux équations. Mais si on a avec une seule équation, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est un problème de nombre d'observations et nombre de paramètres qu'il faut retrouver pour caractériser les processus. Donc, ce qu'on utilise dans ces situations, c'est un peu approche, c'est une approche connue de problème inverse. Donc, par exemple, là, vous avez une situation de votre théorie. Donc, vous connaissez l'objet. Et en fonction de cet objet, vous pouvez trouver les traces que cet objet peut laisser dans les mesures, par exemple. Ouais. Donc, on connaît l'objet bien et on trouve les traces. Après, on peut connaître que les traces. On peut deviner que c'est peut-être un dragon. On peut deviner la nature de l'objet qui laissait les traces. Mais l'information qu'on dispose, ce n'est pas suffisant pour décrire toutes les caractéristiques du dragon. Donc, ça peut être un dragon vert ou ça peut être un dragon noir.
Donc, il faut une information supplémentaire. D'où on peut trouver une information supplémentaire? Donc, ça, c'est quelque chose qu'on appelle a priori. Donc, je vous donne un exemple de a priori. Qu'est-ce que vous voyez ici? Du pinard, bah, forcément. Ouais. Du vin, oui. Donc, concrètement, voilà. Un verre de vin rouge, un verre de vin blanc. Mais ça peut être très bien un verre de grenadine et un verre de jus de pomme. Ouais. Donc, ce que vous avez fait, vous avez appliqué votre expérience, votre connaissance a priori pour déduire l'information. Ouais. Donc, on a d'expérience, on a certaines compréhensions de physique et on peut se baser sur notre expérience pour amener une information supplémentaire. Donc, ça, cette approche, on utilise souvent dans notre recherche d'informations. Donc, on pose quelque chose. Donc, les mesures ne sont pas suffisantes. Donc, on pose, a priori, on pose en connaissance a priori par notre expérience pour compléter l'information. Donc, ouais. Je remets mon micro, c'est mieux. J'ai une question piège que je pose, mais tant pis pour le piège, hein, c'est qu'à de le dire. Nous, on est souvent en entreprise, on est loin de ton univers. Il y a des dirigeants, il y a des directeurs financiers, il y a des DAF, des informaticiens, bref. Quel parallèle on peut faire avec toi, ce que tu me présentes là, et le milieu de l'entreprise? Est-ce que tes théorèmes, ce que tu appliques, tes règles, est-ce qu'on peut les appliquer, nous, en entreprise? Qu'est-ce qu'on pourrait retrouver comme enseignement? Quel parallèle on peut faire entre ton job et le nôtre? Chaud. Ouais. Tu me disais un truc, instrument simple égale données simples égale beaucoup d'informations. Pas forcément utile de sortir le bazooka pour casser la noisette parfois. Le parallèle. Oui. Ah. Oui, bon, là, je connais moins Comment monde opérationnel de. Mais tu me disais par exemple, Oui, on n'est pas peine de sortir des énormes salités, des oui, trucs oui, très oui, compliqués pour avoir une donnée hyper fiable. oui. Est-ce qu'on peut faire un lien avec ça? Oui, donc c'est vrai. Ouais. Parfois, bon, il nous faut développer des algorithmes très complexes pour déduire des informations, mais si on connaît bien physique, si on connaît bien la nature de phénomènes, parfois les solutions très simples peuvent déjà amener. Mais je peux donner un exemple peut-être. C'était une vraie question piège a priori. Ouais. C'était un petit peu fort hein, sur ce coup-là. Ouais. Mais je sais que tu as la réponse. Ouais. Oui, donc on traite beaucoup de données satellitaires, et on fait des résolutions des équations de transfert radiatif pour quantifier les quantités de matériaux dans l'atmosphère, etc. Mais là, notre collègue a appliqué une méthode très simple pour aussi évaluer la quantité de la poussière dans l'atmosphère. Donc, il y a un phénomène connu, on peut le comprendre facilement. Donc, l'énergie qui essaie d'échapper de la Terre, si on place des nuages, les nuages bloquent l'énergie. Si on place les aérosols, les poussières, ça sera la même chose. Donc, si on regarde depuis satellite vers le bas, on va avoir diminution de température de scène, en fait. Donc, une approche très simple de juste comparer image de référence avec image courant, nous déjà donne une présence ou absence de poussière ou de nuages dans l'atmosphère. Donc, cette simple approche de différence amène ici à l'évaluation de circulation de poussière dans l'atmosphère. Donc, parfois, il ne faut pas chercher des outils très, très complexes. Il faut connaître bien le phénomène pour déduire des informations. Donc là, c'est un traitement qu'on fait en fraction de seconde, juste les différences de ce qu'on appelle température de brillance, donc température radiométrique vue par satellite. On fait la différence et on obtient déjà une image sur la circulation de poussière. Le temps passe très vite, il ne reste pas beaucoup de temps. Ouais. Super. Question de clôture, est-ce que tu pourrais nous faire un point de finale de tout ça? Et surtout, on va vous poser des questions. J'aimerais si vous en avez, bien évidemment, des questions à Evgeny. Vous l'avez compris, tu viens de... Ah,
Ouais, bon, Tu viens de où? Juste pour l'accent. Oui, Raconte un peu. j'ai un parcours un peu complexe. Ouais, je suis né en Russie. Je fais ma première formation en Russie dans un traitement de signal. Donc, en ingénierie en traitement de signal. Après, avec toute la famille, on est parti en Israël. Et donc, je fais des études en Israël dans optique et électronique. Et je fais doctorat ensuite en télédétection, traitement des images et télédétection. Donc, ça m'a amené à travailler sur le domaine. Donc, ouais. Mon accent, c'est plutôt. D'où son accent. Voilà. C'était une petite point de précision. Vos questions, s'il y en a. Est-ce qu'il y a des questions déjà dans le public? On prépare les petits micros. Super. Evgeny, un mot de clôture sur tout ce que tu viens de nous raconter. Qu'est-ce qu'il faut qu'on retienne? Voilà. Est-ce que tu peux nous conclure quelque chose? Ou c'est compliqué de faire une clôture de tout ça d'ailleurs? Parce que c'est vague, c'est large. Je pense ce que aujourd'hui on parle beaucoup d'interdisciplinarité. Et nous, vous avez vu la première transparente, on a dans notre laboratoire, on a 25 chercheurs, 25 jeunes chercheurs, et on a que quelques-unes ingénieurs. Ils sont très bons, mais on ne connaît pas tous les outils, on n'a surtout pas les moyens d'appliquer les outils informatiques et des traitements de bases de données, de grandes quantités de données dans notre domaine. Donc, on parle d'interdisciplinarité, on essaie de se rapprocher avec les autres facultés qui travaillent sur le sujet. On dispose d'une énorme quantité d'informations qu'il faut comprendre, il faut traiter. Vous comprenez bien qu'on passe beaucoup de temps pour comprendre les phénomènes spécifiques, mais on peut rater les choses parce que c'est vaste. Il y a des relations entre les observations. Ma conclusion, c'est plutôt l'intérêt de rapprocher deux domaines, ce que vous connaissez bien dans le monde informatique appliqué aux données économiques, dans le commerce, à voir si on peut appliquer ces connaissances, ces méthodes numériques aussi dans notre monde d'analyse de données géophysiques. Donc on sait se rapprocher avec les communautés, moi avec le monde socio-économique, plus avec les facultés, mais je pense que c'est un point intéressant. Top. Il y a une question, je crois. Là-bas, c'est bon. Oui, bonjour Evgeny, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Alors, du coup, ma question serait quel est le ratio d'interprétation logicielle et le ratio Tiens bien la sucette. Fred, on t'entend pas du tout. Ouais, pardon. Le ratio d'interprétation logicielle et humaine justement dans ces analyses-là. Et si vous travaillez en fait plus sur une analyse directe ou sur une aide à la modélisation pour des supercalculateurs ou des choses comme ça, peut-être sur la partie métier. Ouais. Je sais pas. Donc je pense qu'on est quasiment à 100% d'interprétation individuelle, objective. On utilise très peu d'outils numériques pour interpréter les données. Bon, bien sûr, on applique les méthodes statistiques, mais en soi, l'analyse est faite par les humains. Et la deuxième partie, c'était sur... oui, si on est plus sur une aide à la modélisation de prévision ou ce genre de choses, ou alors si on est dans de l'analyse vraiment directe. Oui, donc il y a les deux. Il y a les deux. Il y a recherche pure, c'est plutôt analyse directe pour comprendre les phénomènes. Et bien sûr, surtout ce type d'observation, c'est pour alimenter les modélisations de prévision de climat, prévision de météo. Donc, juste dans l'occasion, vous montrer un tout petit peu, donc c'est un petit, vraiment un petit partie des efforts de la communauté mondiale sur les observations satellitaires. Donc, ça, c'est programme d'agence spatiale européen. Donc, ça, c'est échelle de temps, commence en 2010 et jusqu'à 2030.
trois parties, c'est trois types des observations satellitaires. Et là, on voit les satellites qui sont déjà lancés ou en train d'être lancés. Donc là, c'est les satellites pour recherche, pure recherche plutôt. Ici, c'est les satellites météorologiques, donc la prévision météo. Et ici, c'est un groupe de satellites, c'est un programme Copernicus, Sentinel. Donc, c'est le but ici de superviser, d'observer les processus sur la Terre, les processus très importants qui peuvent assurer la sécurité d'alimentation, observation des émissions de gaz à effet de serre et les autres, donc les polluants, parce qu'il y a plein d'incendies, il y a plein de catastrophes naturelles, il y a plein de d'éléments climatiques qui font que ça se dérègle, les feux, etc. Oui, et aussi des, comment dire, dis-le en anglais. En anglais, c'est comment? Ouais, Tu cherches le mot? Tu ne sais plus. Je cherche, ouais. Donc, les émissions, parfois, il y a des émissions ponctuelles qui sont liées à un problème technique dans certaines usines, dans certaines productions. Et donc, il faut tout ça surveiller pour voir, parce qu'on cherche à appliquer politique politique de restriction des émissions, etc. Donc, ça c'est vraiment le programme pour superviser tous les aspects de notre vie quotidienne, pour améliorer pour bien prévoir aussi le développement futur. Donc, les observations qu'on fait, elles sont aussi pour recherche pure, mais aussi pour donner réponse à toutes ces questions. Et vous voyez, effort seulement l'agence spatiale européenne. Il y a encore un programme plus vaste des Américaines et des autres agences. Merci beaucoup. Une autre question de quelqu'un pour Evgeny? On va donner le micro à, je ne sais pas, il va se présenter. Bonjour, c'est Florian. Bienvenue. Merci. J'ai une question, si vous savez expliquer comment est-ce qu'on calcule la température globale moyenne? Donc, c'est une feuille Excel égale. Ouais, je ne sais pas exactement, je suppose. Donc, en fait, la prévision météo, ça fonctionne. On rassemble les informations de toutes les stations météorologiques par monde, donc qui sont dans les standards et dans l'obligation de fournir les données. Donc, on peut rassembler les informations de toutes les stations météorologiques. Et je pense à partir de ça, on déduit la température moyenne globale. Donc, on fait aussi les prévisions, et les prévisions sont basées sur les enregistrements du passé. Donc, il y a un effort global de enchaînement de données, de toutes les données météorologiques dans une base système global. Donc, c'est les systèmes, il y a des centres de traitement météorologique, grands centres de traitement météorologique qui existent dans chaque pays, à peu près, en Angleterre, en Météo France, qui les font ça. Donc, il y a vraiment un effort mondial pour amener toutes les informations. Et donc, ce n'est pas une sélection de stations météorologiques particulières. Si demain, il y a des nouvelles stations qui ouvrent, on ajoute. On change de scope et ça peut biaiser peut-être très légèrement. Non, bon, les moyens sera plus fiable. Okay, merci. Écartif va diminuer. Evgeny, c'est bon pour tout le monde? Ah, une question. Oui, bien sûr. Attends, on va prendre le micro, ce sera plus simple aussi pour l'enregistrement. Merci. Ouais, c'est bon. C'est pas une question technique, mais c'est juste pour savoir si vos recherches alimentent en fait les rapports du GIEC. Les recherches que vous faites, vous êtes contributeur aux rapports qui sont édités par le GIEC? Okay. Oui. Très bien. C'est simplement une question. Ouais. Donc, question. Les satellites qui étaient en surorbite développés dans notre laboratoire, qui restaient 9 ans, c'est forcément contribué. Donc, okay. On a aussi quelques membres du labo issus du labo qui étaient dans le comité de GIEC. Merci beaucoup. Une ultime où on libère Evgeny, on peut l'applaudir, c'est bon pour tout le monde?
Evgeny, merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.